De retour. De retour avec notre nouvel intervenant. Toujours le check du son. Est-ce que tu nous entends? Oui. Ah, la connexion se fait. Je te vois arriver. C'est parfait. Nous y sommes. Nous y sommes. Salut. Impeccable, salut, c'est Gaz. Ça, ça gaz, ça gaz. Ouais. Et là, on est dans le Wow. 21e siècle. Hein. Ah ouais. C'est dans le turfuda. Tu préfères quoi, ça boum? Ça boum à fond, ça boum à fond. Je vais te proposer de te présenter, si tu veux, bon, ton prénom ou ton pseudo, comme tu veux qu'on t'appelle pour cette émission, d'où tu viens, où est-ce que tu es confiné, et si ça ne te dérange pas, ton âge. C'est presque tabou, normalement. C'est-à-dire que... Non, il y a des gens qui n'imaginent même pas que ça puisse exister, des gens de mon âge, si tu veux. C'est un peu... Ouais, c'est vrai. En plus, on est enfermés depuis longtemps, donc on a tendance à l'oublier, quoi. Ouais. Ok, donc je m'appelle Thierry. Je suis originaire du nord de la Bretagne. Enfin, précisément, je suis sartois, en fait, du pays des Rillettes, tu vois. Ah. Et je suis maintenant, enfin, j'ai vécu pratiquement toute ma vie, en fait, dans les Côtes d'Armor. Donc, Côtes d'Armor, je ne sais pas si vous voyez, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent. C'est le nord de la Bretagne, en fait, au milieu du nord de la Bretagne. Et donc, il y a une ville qui s'appelle Saint-Brieuc, là, qui est pas terrible d'ailleurs. En fait, c'est là que j'habite. Hein, pas de chance. Bon, C'est sympa pour eux. Juste à côté, mais bon. Et donc, c'est là que je me confine en ce moment. Si vous voulez me débusquer, c'est là que je suis. Bien belle présentation. Il manque l'essentiel et le plus tabou. Je pense qu'on peut faire l'impasse, c'est ça ou quoi? Alors, non, du tout. En fait, hein, j'ai 57 ans. En fait. Oh, c'est merveilleux. Je vais avoir 58 ans même cette année. Non, je vais avoir 57. Ah, putain de merde, je vois plus. Non, je vais avoir 57, ouais, c'est ça. Justement, on a eu un petit débat avec Virgile juste avant. On s'est dit qu'on allait demander une dérogation parce qu'on considère que cette année ne compte pas en termes d'âge. Donc, on va tous rajeunir d'avant. En fait, voilà. C'est un projet au vu du confinement, ça semblait assez logique. On n'est pas sûr de pouvoir tout fêter. Autant demander une dérogue, hein, c'est vrai. Ah, ouais, je pense qu'effectivement, on repose tout en fait, on revient en arrière de la peur du confinement. Ça me paraît normal. Donc, je pense qu'un 2020 bis, et puis on est parti, quoi. Ouais, on rejoue le match. Et toi, tu voulais nous parler aujourd'hui, Thierry? Alors moi, j'avais plus ou moins prévu parler avec, j'en ai parlé un petit peu avec Thomas de l'accessibilité des lieux publics, en fait. Hein, c'est un truc qui me tient encore à cœur. Hein. Je dirais même que je me bats, pas au quotidien, mais il m'arrive de me battre encore là-dessus. Donc voilà, je voulais en parler, je voulais essayer de voir avec vous, de lancer le sujet, comment c'est vécu, est-ce que les gens rencontrent des obstacles dans le quotidien, qu'est-ce que ça leur fait d'arriver devant un magasin qui n'est pas accessible, qu'est-ce que ça leur fait, comme on a parlé la dernière fois, d'aller boire un coup dans un bar et qu'ils ne puissent pas aller aux toilettes, ou des choses comme ça. Toi, peut-être on va partir de ton expérience. Toi, quelle est la situation d'inaccessibilité qui te mène le plus en Rhône? Est-ce que tu peux nous raconter une situation qui t'a marqué par rapport à ça? Une situation, disons que c'est quelque chose que je rencontre, comme beaucoup, hein, puisque donc moi je l'ai pas dit dans ma présentation, mais je suis en fauteuil roulant et puis en plus je suis pas je suis pas extrêmement bon en fauteuil roulant, c'est-à-dire que j'ai des petits bras, j'ai pas un équilibre exceptionnel, donc pour moi, un obstacle à l'entrée d'un magasin de l'ordre de 2-3 cm, quelquefois, pour peu qu'il soit un petit peu mal foutu en plus, quoi, ça suffit à me bloquer. Quoi. Alors, autant dire que c'est des obstacles qu'on rencontre extrêmement couramment. Quoi. Le pire, c'est que en fait, les gens qui sont valides, pour eux, en fait, 2 cm, ils ne le voient même pas. Quoi. Donc, ils te
prennent vraiment pour la buse de première. Quand tu es devant un magasin, le mec il se ramène, le gérant il se ramène, il dit entrez donc, mon brave homme. Qu'est-ce que vous faites sur le pas de ma porte? Non, je peux pas. Quoi? Le mec il regarde sa porte, tu sais, il se dit il y a un problème là quand même. Oh, le nul! Juste cette merde là, moi ça m'empêche de rentrer. Le mec, vraiment, il te prend pour l'handicapé. Il n'y a pas de pétard, en fait. Ça te ramène à ta condition de base de gros naze à roulette. Là. C'est assez particulier. Alors, en fait, j'en fais pas grand cas, en fait, hein, puisque, bon, il y a quand même énormément de choses qui sont difficiles à changer. Mais le truc qui m'énerve par-dessus tout, quand même, c'est des gens qui font des travaux dans leur magasin et qui, au final, n'arrivent malgré tout pas à le rendre accessible. Alors là, moi, ça me rend fou. Surtout quand il manque pas grand-chose, tu vois, que l'accessibilité, elle est à 2 doigts d'être bonne, quoi, tu vois. Les mecs, ils font des travaux et ils font comme avant. Ils refont comme avant. Hein. Ou alors, quelquefois, ça peut être pire qu'avant. C'est quand même assez rare. Mais en tout cas, ils ne font pas bien, quoi. Donc, en fait, ils ont dépensé leur argent et ils ne referont plus, tu vois. Et ça me tue. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Comment ça se fait que, tu vois, on en arrive à des incohérences pareilles et que on se retrouve avec des travaux qui sont faits? Est-ce que, tu vois, il y a un problème avec les architectes ou les personnes qui réalisent les travaux? Est-ce que deux, c'est le maître d'œuvre qui arrive pas bien à comprendre quels travaux il doit faire, ou alors trois, est-ce que c'est le fait que les gens soient pas si bien sensibilisés ou renseignés sur le sujet et que, comme tu dis, tu vois, ils voient une petite natte de 3 cm devant chez lui et ils disent oh, ça c'est pas grave. Ou est-ce que c'est un peu les trois? Mais c'est complètement les trois, tu as parfaitement raison. Savoir que même à la limite, si sur les 3 trucs que tu as dit, il y a un élément qui tient la route, ça ne va pas suffire à faire basculer les 2 autres dans le bon sens pratiquement, quoi. C'est-à-dire qu'il faut être absolument vigilant à toutes les étapes du truc. Dès la conception, déjà, l'architecte, il peut pêcher parce que, en fait, les architectes, ils ont un module, normalement, dans leurs études, qui concerne l'accessibilité. Mais, bon, je voudrais bien aller voir parce que c'est quand même plus ou moins bien fait. Je dirais même plutôt moins bien que bien, quoi. Donc, ça les fascine pas, l'accessibilité, d'une part, et d'autre part, en fait, les architectes, ils aiment bien, faut que leur projet soit esthétique avant tout, si tu veux, enfin, qu'ils respectent les canons de l'esthétisme. Donc, ce qu'ils ont tendance à faire, c'est faire un bâtiment superbe, et puis après, ils badigeonnent avec une espèce de couche d'accessibilité pour voir un peu ce que ça donne, si tu veux. Et ça rend le truc, c'est de l'accessibilité merdique, quoi, tu vois, qui vient superposer à quelque chose qui n'est pas prévu pour, et il n'y a rien de pire généralement. Alors que, en fait, il faut la concevoir dès le début, l'accessibilité. Ça c'est foireux, quoi. Ça t'amène, par exemple, à voir des beaux bâtiments, tu vois. Moi, j'ai un exemple à côté de chez moi. Le mec, il a reçu des prix parce que son truc était vraiment superbe. Bon, c'est ni plus ni moins qu'un clubhouse, tu vois, dans un terrain de golf. Bon, c'est vrai que ça a de la gueule, tout de plein pied, des grandes baies vitrées, enfin, tu vois, des beaux espaces. Mais le mec, il a trouvé le moyen de foutre son clubhouse à 50 cm du sol, tu vois. Ouais. Parce que ça a un côté, comment je te dirais ça, moi, tu vois. Prenable, quoi. Voilà, ouais, ça a un petit côté, pas forteresse, mais ça fait un peu. Si tu veux, il y a tu vois, un côté un peu majestueux, quoi. Le fait de faire un truc un peu en altitude, ça fait un peu trône, en quelque sorte. Ça plaît bien aux architectes, quelque part. Mais résultat, après, quand le truc il a 50 cm de haut, qu'est-ce que tu fais? Tu mets des escaliers. Et après, tu mets des rampes pour les handicapés. Et en fait, là, tu as merdé. Parce que rien ne t'empêchait, si tu avais conçu le truc de plein pied, tu avais 0 rampe, quoi. Et une rampe, c'est le témoin d'une accessibilité ratée. C'est pas le témoin d'une accessibilité réussie, au contraire. Ça veut dire que tu t'es trompé, quoi. Tu rattrapes le coup avec une rampe. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Normalement, l'accessibilité idéale, elle est de plein pied pour tout le monde, quoi, tu vois.
Ah non, mais ça fait écho à plein de trucs qui semblent dépasser le, comment, la situation de handicap en elle-même, parce que, tu vois, on le répétera jamais assez, rendre un bâtiment accessible, ça veut dire, OK, accessible pour les personnes en situation de handicap, même largement et au-delà des personnes à roulettes, mais aussi aux personnes âgées, mais aussi aux poussettes, mais aussi aux personnes qui sont fatiguées ou alors même les femmes enceintes. Enfin, tu vois, mettre une marche, ça n'a jamais aidé personne, quoi. Ça, ça ne Exactement. sert à rien, quoi. Et du coup, en fait, c'est vraiment en fait un sujet sociétal, quoi. Et ça me vient à mon deuxième sujet qui me fait dire que c'est d'autant plus rageant quand c'est un nouveau bâtiment que, le métro parisien, le truc, il a plus de 100 ans. Je sais que, Exactement. tu vois, l'APF avait fait une grosse campagne il y a pas si longtemps, je crois, il y a un an de ça, pour taper sur l'accessibilité des transports parisiens et notamment du métro. Et moi, je m'étais dit, bon, tu vois, c'est pas le premier truc sur lequel j'irais taper, quoi. J'ai envie de dire, les gars, de toute façon, tu prends la ligne 13 à 18h, elle est accessible pour personne. Il y a déjà trop de monde, quoi. Et personne ne peut rentrer dedans. Et tu vois, le métro, il est vieux comme le monde à Paris et tout. N'en faites pas un combat militant. Si vous voulez vraiment militer pour un truc de l'accessibilité, allez dire chaque nouveau bâtiment doit avoir un respect de l'accessibilité, d'avoir des contraintes qui soient importantes. En tant que grosse association gestionnaire, c'est Ouais. là-dessus que vous devriez vous battre. Bien Mais sûr. Bien sûr. si je peux me permettre, je suis d'accord avec toi, Virgile, mais pas totalement. Je pense il y a aussi une accumulation des indignations par rapport à l'accessibilité, tu vois, à travers les années. Je pense qu'il y a eu beaucoup de promesses qui ont été faites, qui n'ont pas Ouais. été tenues. Et je pense que voilà. Après, par contre, je suis d'accord avec toi sur la forme, en fait, qu'on a de revendiquer ce droit à l'accessibilité, ce droit à la mobilité. Je pense que, bon, après, ça dépend des cultures, ça dépend, c'est très français aussi d'aller sur les lieux et de dire, bah là, c'est pas accessible. Et tu vois, la semaine dernière, je regardais un documentaire là, sur une plateforme de streaming célèbre et on voyait un groupe de jeunes Américains dans les années 70 qui ont fait adopter des lois pour l'accessibilité pas de tout, mais de pas mal de choses. Et il parlait notamment de l'accès au transport, etc. Et il disait, voilà, eux, ils sont allés directement droit au but en disant, ben, nous, on veut que la loi passe, que ce soit une loi incontournable et que ce soit comme ça pour les siècles à venir, quoi. Tu vois, alors qu'aujourd'hui, je pense qu'on a pris trop de retard, en fait. On a été trop dans la souplesse, etc. Et on a fait trop de choses. Et du coup, ça a un peu excité les gens. Donc, je sais pas ce que tu en penses, toi, Thierry. Euh, je dirais comme toi, effectivement, si tu veux, sur le principe, il faut plus. On a pris du retard, on a pris trop de retard, mais je crois que justement, en fait, le point de départ, c'est là que je rejoins Virgile, c'est que à un moment, il faut se dire, et ça, la loi normalement le prévoyait, il faut se dire bon, à l'instant T, on arrête de déconner, tous les trucs qui vont venir, qu'on va construire, qu'on va modifier à partir de l'instant T, on les modifie de façon à ce qu'ils soient accessibles. Et pendant ce temps-là, on essaye de regarder les trucs qui sont déjà construits et on essaye petit à petit de les rénover pour qu'ils deviennent aussi. Alors, c'est vrai que moi, je suis malgré tout assez d'accord avec Virgile. Il y a des trucs, c'est même pas la peine de s'obstiner là-dessus. Le métro, par exemple, on n'y arrivera pas, à moins de le casser, d'en refaire un autre. Et même si on arrive à le rendre accessible, ce sera que partiel, parce qu'en fait, il y aura enfin, je suis pas un habitué du métro, de toute façon, encore moins maintenant, mais avant, je l'étais pas non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une chaîne, quoi, le déplacement. À quoi ça sert de prendre le métro si il faut que pratiquement très vite toutes les stations soient accessibles. Sans ça, ça n'a pas de sens en fait. Si tu peux rentrer dans le métro et que tu peux pas en sortir, ou qu'à l'inverse, tu es obligé de dépasser ta Ouais, station de deux arrêts, parce qu'en fait, c'est celle qui est deux arrêts plus loin, où il y a l'ascenseur, parce que celui de ta station à toi, ils n'ont pas pu en mettre un. C'est complètement. Il faut trouver
au mieux, au plus vite, un système de substitution, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais c'est aussi dans ce sens-là. Il y a des compensations, non? Je pense qu'il y a des Ouais, compensations à trouver. C'est ça aussi le truc, c'est qu'il y a toute une attitude qui va avec. C'est-à-dire que tu peux pas arrêter le métro, enfin, sauf en période de confinement. ouais, Mais tu vois, tu peux pas arrêter le métro pendant 10 ans et le remettre accessible, on est d'accord. Et complètement. après, il y a peut-être des solutions intermédiaires à trouver. Il y a tu peux peut-être donner les moyens aux personnes d'avoir accès à une rampe dans la gare, pose la rampe. Enfin, je sais pas, tu vois, c'est des trucs cons, mais Ouais, ouais. ça Et peut se faire comme ça aussi. c'est pour ça que bon, il y a certaines associations que je ne vais pas citer, mais bon, Virginie en a parlé. Allez, on y va. Les deux pieds dedans, hein. Ben, en fait, avec ces côtés militants et intransigeants, si tu veux, il se tire une balle dans le pied, quoi, pratiquement. En fait, à vouloir que tout soit accessible. Enfin, j'ai été un adepte du tout accessible à un moment. Enfin, pas un adepte, je veux dire, mais c'est vrai que si tu ne demandes pas d'office à ce que tout soit accessible, on va te donner, on va rien te donner, on va te donner des merdes, quoi. Mais, mais il faut savoir jusqu'où aller trop loin et c'est pas peine de revenir en arrière sur des trucs qui sont des combats qui sont perdus d'avance, en fait, quoi. Parce que là, finalement, tu fais monter tout le monde contre toi, Ouais. et les résultats, au bout d'un moment, en fait, tu passes pour un espèce d'ayatollah de l'accessibilité, et finalement, plus personne n'a envie de discuter avec toi. Et je vois à travers les discussions que moi j'ai eues enfin, qu'on a eues, nous, dans ma région, avec des architectes, des maîtres d'œuvre, des mecs qui faisaient la voirie, bah, si tu veux, quand tu leur disais que tu venais de la part de l'association qu'on vient de citer, les mecs, tout de suite, alors, il y avait deux réflexes, quoi, ouais. Ils se disaient, putain, celui-là, alors là, je vais partir en prison direct, ou alors ils mettaient leurs mains sur leur tête comme ça, me tapez pas, monsieur, me tapez pas. Et en fait, on ne pouvait pas engager le dialogue, alors que quand tu engages le dialogue avec les gens, bon, ils ont des contraintes, s'ils sont un peu ouverts, ils te les expliquent, toi, tu leur expliques les tiennes, et on trouve un terrain d'entente, quoi. C'est pas... il y a pas mal de trucs sur lesquels on peut négocier. On peut déjà, ne serait-ce qu'un seul truc quand même, leur rappeler bêtement les règles de base d'accessibilité qu'ils ne connaissent souvent pas. Parce qu'en fait, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, Virgile, tu parlais de maître d'œuvre. Euh, le maître d'œuvre, généralement, c'est celui qui suit l'architecte. Mais s'il n'est pas au courant ce que l'architecte a mis, lui, il va l'interpréter un petit peu à sa façon. Et le pire, c'est que derrière, à la fin, tu as l'opérateur. Quand tu es dans la voirie, par exemple, l'opérateur, le mec qui finalise le truc, ils vont quelquefois le chercher. C'est des mecs qui travaillent à la tâche, qui vont chercher à droite, à gauche. C'est des mecs qui ne sont pas du tout renseignés sur l'accessibilité. Le mec qui met des pavés dans des rues, par exemple, ces pavés, il peut les disjoindre. L'exemple type, c'est les abaissements de trottoirs, par exemple. Un abaissement de trottoir, normalement, ça doit être complètement de plein pied, tu vois. Il ne doit pas y avoir le moindre espace. Bon, alors, la loi a prévu que si on ne pouvait pas faire autrement, on pouvait aller jusqu'à 2 cm de hauteur. Les mecs, ils se sont dit, ah ben j'ai droit à 2 cm. Ouais. La loi, c'est pas ça. Ouais. Et alors, 2 cm à la sauce voirie, tu vois, les mecs, bon, ils ont déjà ce qu'on appelle, tu sais, le pied de pilote en marine, tu vois. Le pied de pilote, c'est l'espace que tu laisses sous la quille quand il y a des rochers, tu vois. Donc, le sondeur te dit 2 mètres, et toi, tu rajoutes 30 cm le pied de pilote pour être sûr de passer, quoi, tu vois. Bon, bah, en voirie, le pied de pilote, les mecs, ils doublent la valeur. Donc, un ressaut de 2 cm, ça fait 4. Hein, comme ça, ils sont tranquilles. Hein. On ne sait jamais. Et là, au moins, plus personne ne passe. Il n'y a aucun problème. Ou alors, tu passes là-dessus en pleine nuit, c'est des quoi te foutre la gueule par terre parce que tu ne l'as pas vu, quoi, tu vois. Enfin, et bon, moi, ça me rend fou, ce genre de truc. Quoi, parce qu'un trottoir, un abaissement de trottoir, un truc comme ça, quand c'est fait, ça repart pour 25 ans. Hein. C'est à peu près la durée de vie d'un trottoir moyen. Bon, à Paris, c'est 2 ans, on sait, mais en province, c'est 25 ans. Donc, bon. Après là, on parle de l'accessibilité pour certains types de handicap. Enfin, d'après ce que j'ai compris, on parle beaucoup là des fauteuils roulants, mais après, il y a d'autres formes d'accessibilité aussi qui, elles, sont plus onéreuses. Je pense notamment,
plus généreuses ou pas, en tout cas, qui ne demandent pas les mêmes matériaux et les mêmes travaux. Je pense à l'installation des boucles magnétiques pour les personnes malentendantes. Je pense à plein de choses. Comment on appelle ça? Au bar, des choses de maintien et des repérages pour les personnes malvoyantes. Voilà, des fois, ça va de la chose la plus simple à la chose la plus compliquée, où là, il y a besoin effectivement de casser des murs et de mettre des rangles, etc. Mais parfois, ça passe par des choses simples. Et je pense que ça permet aussi dans l'effort, tu vois, de mettre les gens en confiance et de montrer que, ouais, il y avait une vraie volonté, mais malheureusement, on n'a pas pu aller jusqu'au bout. Tu vois. Et des fois, bon, effectivement, si tu peux pas aller dans un resto, tu peux pas y aller, tu vas être dégoûté, hein, tu vas être énervé, c'est pareil. Mais si tu vois qu'il y a un effort de fait, il y a une vraie Ouais. considération, bah forcément que je pense que ça change la donne aussi. Oui. Alors, Non, tu n'as pas l'air d'accord. Mais dis-moi si tu n'es pas d'accord. non, mais c'est vrai que sur le principe, bon, alors, sans dire que je prêche pour ma paroisse, parce que j'essaye quand même mais j'essaye de faire gaffe à ce que représente l'accessibilité pour les autres handicaps. Mais bon, c'est vraiment pas facile de se mettre à la place des autres personnes. De toute façon, ça n'a jamais été facile, mais c'est bien d'être sensibilisé quand même. Et puis, on a quelquefois je vois par exemple, ça peut être des contraintes qui sont complètement à l'opposé, quoi. Un mec en fauteuil roulant, il va vouloir des grands espaces, tu vois, pouvoir tourner, se croiser sur un trottoir ou un truc comme ça, alors que généralement, les gens qui sont malvoyants ou aveugles carrément préfèrent, eux, au contraire, avoir quelque chose qui va les guider, un repère sur un côté, un truc comme ça. Ils n'aiment pas vraiment généralement les espaces super larges, quoi. Ils préfèrent avoir des remparts de chaque côté un peu, quoi. Donc c'est vrai que on va un peu à l'opposé. Mais une fois de plus, quand on discute un peu, le tout, c'est de réussir en fait à discuter avec les gens qui sont les réalisateurs de ces trucs-là. Et on voit bien que déjà au niveau finance, on peut faire plein de trucs, même avec pas beaucoup Ouais, pas voilà, beaucoup c'est de ça. fric. C'est Déjà, souvent ça qui est mis en avant, quoi. C'est vrai. Excuse-moi de te couper, Thierry. ouais, non. Bah, ce truc des finances, c'est souvent ça qui est mis en avant, quoi. Ah, mais ça va coûter une blinde. Ah, mais on ne peut pas faire les travaux parce que c'est super cher. Et moi, j'ai souvent l'impression que c'est vrai que bah, tu dis que quand on met une rampe ou quand on choisit la solution de la rampe, c'est qu'on a déjà un peu loupé un truc avant. Mais enfin, tu vois, bah, je sais que, enfin, tu vois, il y a plein de Fab Labs. Ah, il y a un petit souci de Il y a un Ouais, petit, connexion. il y a un ouais, petit bug. vous Petit m'entendez? bug. Bon, on va discuter tous les deux, alors allez. Voilà, Ah, non, vous mais m'entendez après, moi, plus? je suis assez d'accord, mais Allez, reviens. Ah, ok. Bah, ah, ouais, ma connexion Internet est un peu instable. J'ai peur que de toute façon, si je quitte le channel, le monde disparaisse pour vous. non, pas D'accord. tout à Mais non, ouais, ce que je disais, c'est par rapport aux solutions qui existent. On sait qu'il y a beaucoup de Fab Labs qui peuvent construire des rampes pour pas grand-chose, ou alors même des fois une solution d'une petite rampe en bois, tu vois, même pour des verres de 3 cm, tu vois, un petit rebord de 4 cm. Mais, Je pense que enfin, fait. tout ça, c'est des solutions qui sont très, très peu onéreuses et qui peuvent fonctionner. Ce que tu disais aussi sur le fait de repérer euh, bah, l'accessibilité pour les autres types de handicap, moi, c'est un truc qui me marque vachement, en fait. Enfin, dès que je sors, en fait, j'ai pas vos problématiques d'accessibilité, mais il faut que je fasse attention, très, très attention aux aspérités du sol. Pourquoi? Pour pas buter dans un truc et du coup, bah, tomber et c'est la chute peut-être du peloton. C'est jamais agréable et enfin, du coup, je suis très très attentionné sur le sol. Je fais vraiment gaffe à ça et je vois bien, tu vois tous les obstacles qu'il peut y avoir. Mais un truc qui m'avait vraiment marqué lors de mon voyage au Japon, c'était le fait que bah, sur le sol de la plus grande ville ou la plus petite ville, il y avait un marquage pour les personnes non-voyantes. Et du coup, pour qu'elles se ah ouais, retrouvent dans la ville. Mais
partout où je suis allé, quoi. Et au-delà de ça, il y avait certains types d'accessibilité qui n'étaient pas prévus, tu vois. Par exemple, des ascenseurs pour descendre dans certains endroits, des marches à gauche et des marches à droite. Mais pour les non-voyants, il y avait une espèce de accessibilité universelle. En tout cas, j'étais vraiment marqué par ça. Et c'est vrai que je me disais, et je reviens un peu à la réflexion d'Alicia, ok, peut-être que tout n'est pas parfait, mais en tout cas, à ce sujet-là, ils ont fait un gros travail. Et c'est vrai que ça me semblait être un message positif envoyé déjà. Et... Mais moi, je suis d'accord. Enfin, après, le problème, c'est qu'on met toujours en avant, et c'est vrai, c'est la réalité, on met toujours en avant le fait que ces adaptations sont onéreuses, et que il n'y a pas assez d'argent, enfin, c'est trop cher, etc. C'est une réalité. Je veux dire, aujourd'hui, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Mais à côté de ça, ça s'aperçoit que c'est quand même l'accessibilité au lieu public, l'accessibilité au transport, c'est quand même la base pour une vie épanouie, pour une insertion socio-professionnelle, etc. Et que du coup, on passe tellement de temps et d'argent à pallier à ça parce que on n'a jamais réussi finalement à dépasser suffisamment de problèmes, non pas à le régler, mais à le dépasser suffisamment, que du coup, ben, on a du mal à passer au stade supérieur, c'est-à-dire qu'on en est encore à parler d'accessibilité, alors que si on avait commencé à s'en préoccuper, s'il y avait plus d'efforts qui avaient été faits dans le passé, aujourd'hui, on pourrait peut-être parler je sais pas, de confort des personnes handicapées dans son travail, de bien-être dans la vie sociale, plus de pratiques sportives pour les personnes en situation de handicap, enfin, tu vois. Et là, du coup, dès que tu as un projet de vie, un projet d'accès à l'emploi, un projet de vie sociale, tout de suite, la première question, c'est est-ce que c'est accessible? Du coup, le reste, c'est un peu relégué au second plan, c'est relégué pour plus tard. Et je pense aussi que, je me permets d'être un peu pragmatique, peut-être que je me trompe, mais certes, les adaptations des transports, des lieux publics, ça peut coûter de l'argent. Mais à côté de ça, quand tu es obligé de payer des transports adaptés en véhicule plusieurs fois par semaine, de financer ça pour une personne en situation de handicap, parce que les transports en commun ne sont pas accessibles, c'est un exemple. Hein. Je pense que ça ne revient pas beaucoup moins cher en fait. Hein. Tu vois, quand tu fais le calcul, il y a quelque chose. Alors, il y a des choses de l'ordre de l'impossibilité de mettre en accès, ce qu'on peut comprendre, mais à côté, est-ce que vraiment on a bien pensé le problème? On ne va pas refaire le passé, mais je pense qu'il y a un peu de tout ça, et c'est pour ça que c'est difficile pour moi, en tout cas, d'avoir une opinion assez tranchée là-dessus. Mais c'est bien d'entendre aussi des gens comme Thierry qui ont du recul sur la situation et qui disent non, voilà, on va pas perdre de l'énergie à se dire il y a des choses qui vont s'adapter, ça sera jamais adapté. Autant penser autrement et autant penser plus loin, tu vois. Donc c'est bien aussi. Ouais, c'est vrai que je te suis complètement sur cette problématique du transport. En fait, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de points de départ. Bon, à quoi ça sert effectivement d'avoir des endroits super adaptés si, et ça se rencontre aussi assez souvent, à quoi ça sert d'avoir des endroits super adaptés si on n'arrive pas à s'y rendre? Par exemple, pour une personne handicapée, effectivement, c'est une fois de plus, ça met bien en évidence ce que tu dis, la chaîne du déplacement, quoi. À un moment, il suffit que la chaîne soit rompue, et après, tout ce qu'il y a derrière, ça n'a plus de sens, effectivement. Ça paraît logique. C'est vrai que je vois, enfin même où est-ce que je suis allé il n'y a pas très longtemps. Bah, justement, j'étais à Paris, mais j'ai pas dû aller par le bon côté. Euh, la fondation Louis Vuitton, c'est ça? Oh Ouais. putain, merci les gars, quoi. Alors je sais plus d'où je partais en bus, mais on a mis un temps mais incroyable avec je sais T'avais pas rendez-vous combien de à changements quelle en heure? bus. Hein? T'avais rendez-vous à quelle heure? Non, non, j'avais pas de rendez-vous, j'allais T'avais pas juste de rendez-vous? visiter, tu vois, ouais, ouais, j'étais avec ma femme et ma fille, Ouais. et ça nous a pris la matinée en bus à nous y rendre Ouais, bah pratiquement, oui, bah et, voilà. et arrivé là-bas, le truc nous a déposé dans, alors c'est quoi le bois, c'est dans quel bois là? C'est un espèce de bois, enfin je sais pas où c'est, enfin Boulogne, c'est c'est, ça? hein, ouais, peut-être bien, ouais, ouais, ouais. Mais putain, mais c'était sans queue ni tête, quoi, avant de réussir
à arriver dans le coin, il y a les trottoirs défoncés, des bagnoles plein garées dessus, des routes super étroites avec des mecs qui roulaient là-dedans, mais tu ne pouvais même pas te ranger. Enfin, bon. C'est vrai que, alors, par contre, effectivement, je dirais la fondation d'elle-même très accessible, vraiment assez super, et, tout son parvis, c'est-à-dire en fait 30 mètres autour, tu vois, nickel, quand tu arrives devant, effectivement. Là, tu es content. Voilà, c'est le Graal. Effectivement. En plus, esthétiquement, c'est joli. En plus, ça a de la gueule. Voilà. On a les deux en plus. Voilà. Comme quoi, c'est vrai que c'est possible. Et ça, c'est dû à un truc, mais je le vois aussi, enfin, c'est peut-être pas que dû à ça, mais je le vois justement à travers la commission dont je t'ai parlé, Virgile, là où je vais régulièrement, là, qui s'appelle la commission d'accessibilité et de sécurité départementale. Mais en fait, la loi prévoit que le mec qui construit un bâtiment sur une parcelle de terrain, tu vois, une parcelle cadastrale, eh ben, en fait, il doit s'occuper de l'accessibilité de toute la parcelle et c'est tout, quoi. C'est-à-dire que ça ne va pas plus loin. C'est-à-dire qu'on ne voit pas à l'extérieur ce qui s'y passe. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux avoir un bâtiment parfaitement accessible et toute la parcelle parfaitement accessible, les places de parking super bien faites, des places en dit nickel et tout ça, et que ton truc ce soit pas accessible par la route, par exemple, ou par le trottoir. Parce que le trottoir, ça fait pas partie de la parcelle, et que ça, c'est réglé par quelqu'un d'autre, un autre organisme. Je peux me permettre une question, Thierry. Du coup, tout à l'heure, tu parlais des architectes, de tous ceux qui sont professionnellement qualifiés pour penser l'accessibilité. Est-ce que tu penses que leur seule compétence peut suffire justement à développer des solutions accessibles? Est-ce que tu ne penses pas qu'il y aurait à intégrer des personnes elles-mêmes en situation de handicap pour étudier des solutions, par exemple, dans le cadre de la construction d'un nouveau bâtiment? Est-ce qu'il faudrait faire venir des personnes handicapées directement pour travailler avec l'architecte? Ou tu penses que c'est un boulot qui doit rester pour professionnels et architectes à 100%? Ah non, justement, enfin, tu vois, moi, alors, je cherche, par exemple, il y a une école d'architectes à Rennes, donc pas très loin de chez moi. Et moi, j'ai déjà essayé de téléphoner pour savoir si je pouvais pas aller leur faire un petit briefing, quoi, tu vois. Mais bon, il faut être coopté pour rentrer là-dedans et pouvoir leur donner quelques guides, quoi. Et alors, j'ai appris plusieurs choses, en fait, concernant cette école d'architectes. Il y a quelques années de ça, par exemple, il y avait un prof qui était particulièrement branché sur le handicap parce que je crois qu'il avait un enfant handicapé. Et ce mec-là, tous les ans, il allait chercher avec à l'APF de Rennes une quinzaine de fauteuils et il mettait la moitié de sa classe sur les fauteuils pendant une après-midi et les trimballait dans toute l'école. Puis il les faisait réfléchir un peu aux différentes problématiques. Bon, pas de bol, ce mec-là, il est parti en retraite, hein, et ça a bien fini. Et depuis, plus personne n'a repris le créneau. Et donc voilà, c'est resté comme ça. Et ça reste des volontés individuelles, quoi. Ouais. Et alors, le problème, l'architecte, à Rennes, je crois, alors, je ne sais plus qui m'en avait parlé, ils avaient justement essayé de renouer les liens avec l'architecte, avec l'école d'architectes. Et il y avait un mec, c'était un prof, je crois qu'il leur avait répondu que l'accessibilité, ça freinait leur inventivité. Ouais. Oui. Donc, bon, Pareil, quoi. On sent qu'on avait affaire à un gars avec qui bien ouvert d'esprit, quoi. Alors que ils ont toutes les clés en fait pour faire des trucs qui peuvent être, ça peut être ça peut être super réussi et complètement intégré si c'est bien fait, quoi. Et bon, enfin, moi j'ai de mémoire par exemple des trucs, mais enfin c'est pareil, c'est un américain, des bâtiments de la fondation Guggenheim. Ben, je crois que c'est lui d'ailleurs qui a fait aussi. C'est le même que celui qu'a fait Louis Vuitton. Alors, comment il s'appelle, ce gars-là? Franck Gehry. C'est Franck Gehry. Ouais, c'est ça, Gehry. Ouais. Ouais. Donc, moi, je suis allé, j'en ai fait un ou deux, la fondation Guggenheim. Je me rappelle celui de Bilbao, notamment. Ouais. Mais putain,
c'est vraiment, c'est formidable, quoi. Tu as l'impression même que tu vois, enfin, c'est pas que tu vois plus de trucs, mais que il a fait des trucs exprès pour toi, quoi. C'est fantastique, Ouais. tellement l'accessibilité est réussie, quoi. Je trouve Et- ça absolument extraordinaire. Elle est Et, fantastique, ce Franck Gehry. ah ouais, ouais, ouais. Et en plus, il y a même il y a des œuvres, tu les visites en fauteuil, et notamment, bon, je veux dire, elles ont une certaine taille, on est d'accord, mais tu peux rentrer dedans avec ton fauteuil et tu es vraiment au cœur de l'œuvre et tu as une sensation comme l'aurait un valide, quoi, tu vois. Et, bon. Là, il y a quand même des choses bien, c'est sûr. Ouais, Ah, c'est vrai que c'est beaucoup lié aux individualités, hein. Comme tu dis, ce, ce directeur ou ce président là de l'école d'architecture, Franck Gehry, que moi je connais, enfin que j'ai beaucoup aimé parce que à un moment où je travaillais à au centre Pompidou, il y avait une belle exposition sur toutes ses œuvres et son architecture et notamment, il a fait aussi des musées Walt Disney, il a fait le musée Guggenheim à Bilbao. Je crois que d'ailleurs, il a fait le. euh, non, non, je me trompe. Mais c'est- ouais, c'est un super architecte. Il a fait plein de ah, choses et toujours ah avec ouais, l'accessibilité et notamment exactement la fondation Louis Vuitton qui est magnifique. ouais, ouais. Magnifique et hyper accessible. Tout en plein pied. Et, ouais, il faut compter sur l'intelligence des hommes. Mm. Ah ouais, ouais. Ouais. Alors bon, c'est sûr que c'est sans doute pas, c'est sans doute pas un budget qu'on voit tous les jours, hein, c'est sûr. Mais bon, il y a des mecs qui vont te prendre la tête à te dire que ça coûte cher, alors qu'en fait, on peut. La différence n'est pas phénoménale, hein, dans certains. Je dis, elle va l'être parce qu'ils vont t'obliger à suivre des normes ou des trucs comme ça qui sont assez chiantes et que après, dès que tu as un truc qui est homologué, ben, tout le monde est obligé de l'acheter. Et donc, celui qui le fabrique, il multiplie le prix par 4 et il est très content. Donc là, effectivement, ça commence à avoir un coût. Mais sinon, bêtement, si tu regardes deux trottoirs, qu'est-ce qui fait la différence de prix entre un trottoir accessible et un qui ne l'est pas? Moi, je ne l'ai jamais vu, quoi. Ouais. C'est les mêmes. C'est simplement que, bon, il y en a un qui ne l'est pas, c'est tout. Donc, Mais je pense qu'il y a effectivement l'aspect, dans l'accessibilité, pour moi, il y a l'aspect matériel, puis il y a l'aspect humain, tu vois, le fait aussi de dire, bah, je peux aussi compter sur la bonne volonté des gens, sur l'aide des gens qui vont passer. C'est pas toujours possible, mais je pense qu'aujourd'hui, voilà, comme on disait tout à l'heure, il y a des Fab Labs qui sont prêts à fabriquer des trucs, mais malheureusement, on n'en parle pas assez, ou en tout cas, ces outils-là, ils sont un peu éparpillés aussi, et du coup, bah, les personnes qui veulent se mettre en accessibilité n'ont pas forcément l'information. Donc, je pense qu'il y a aussi un travail à faire là-dessus. Enfin, moi, je suis partie dans des pays, c'est pas pour comparer, mais un petit peu quand même. Tu vois, tu vas dans des pays, bah, tu t'inquiètes pas d'accessibilité parce que finalement, tu sais que même si tu arrives devant une marche de 20 centimètres, tu sais aussi que tu vas trouver tout de suite 10 personnes qui vont venir t'aider tout de suite ou qui vont trouver une solution, qui vont bien vouloir aller chercher une planche au commerce d'à côté pour la poser, sans se poser la question de se dire ouais, mais qui est responsable en cas d'accident, etc. Enfin, tu vois, je pense que c'est pas pour dénigrer ou c'est pas un jugement de valeur, mais je pense qu'il y a aussi une question, encore une fois, qui est très culturelle, très générationnelle. Et voilà, il y a des choses parfois qui sont simples à faire et ça soulage beaucoup de choses. Ça soulage beaucoup. alors, là, je te rejoins complètement. Ce genre de truc, moi, même si j'essaye de prôner l'accessibilité et qu'on suive les lois qui ont été créées pour ça, euh, j'entends complètement ce que tu me dis et je serais le premier, à la limite, à aller vers des solutions de dépannage comme ça quand elles existent. Euh, Seulement, je veux pas compter dessus au départ, parce que le problème, je pense que l'aide humaine, tu as beaucoup de pays effectivement qui fonctionnent à l'aide humaine, et ça me paraît logique que, je veux dire, dans des endroits où il y a
les gens n'ont pas beaucoup d'argent. Enfin, tu vois, même les pouvoirs publics sont pauvres, là, tout ça. Tu veux monter dans un bus, effectivement, tu vas avoir 10 mecs qui vont te foutre dans le bus et 10 mecs qui vont t'en descendre. Et au bout du compte, tu auras fait le trajet en bus et tout le monde sera content. On fera le truc sans façon et sans chichi. Et ça me va complètement. Mais ce que je trouve pas normal, c'est qu'on soit obligé de compter sur ce genre de méthode dans des pays comme des pays comme le nôtre, qui sont quand même des pays développés, quoi. Les solutions, elles existent. Alors, d'accord pour l'aide humaine, mais en dernier lieu. Alors, parce qu'en fait, l'aide humaine, elle a un gros problème, surtout chez nous d'ailleurs, surtout en France, je dirais, c'est qu'elle est quand même extrêmement faillible. Hein, je vais te donner l'exemple aussi parce que tu vois ce que tu as déjà pris quand tu es en fauteuil, tu vois comment on fait pour prendre le TGV, par exemple. Oui, je vois, enfin j'essaye. Mais, Hein. Donc, déjà, tu te ramènes une demi-heure en avance, hein, par rapport à l'heure du TGV, ce qui est quand même pas mal pour faire enregistrer tes bagages et dire que tu es là et prévenir tout le monde, que tout le monde soit prêt à t'amener l'espèce de chariot élévateur qui va te permettre de monter dans le TGV. Bon, ça s'est un peu amélioré maintenant avec ceux qui sont avec les TGV duplex, mais enfin, il y a quand même les anciens, quoi. Et donc, en fait, quelques minutes après, avant le départ du train, donc en fait, tu te demandes pourquoi tu es venu une demi-heure avant, mais parce que quelques minutes avant, le mec, il amène l'espèce d'élévateur devant le train, et en fait, le train, il s'arrête en même temps que pour les autres passagers, il s'arrête pas 10 minutes avant, donc il s'arrête quand il est arrivé, et tu montes dans le train en même temps que les autres. Je veux dire, tu ne mets pas plus de temps à monter dans le train, et l'arrêt du train, il n'est pas plus long, quoi. Et puis en fauteuil, tu vas plus vite souvent que les agents qui t'aident à monter dans le train. Les agents, quoi? Excuse-moi, j'ai pas entendu. Souvent, en fauteuil, tu vas plus vite que les agents qui t'aident à monter dans le train. Ah oui, bien sûr. Voilà. Et tu vois, moi, une fois, je me suis ramené à Montparnasse. Je devais avoir, allez, en comptant large, peut-être 2-3 minutes. On avait passé la fameuse demi-heure de 2-3 minutes. Et ben, quand je suis arrivé, c'était une nana, ça aurait pu être un mec. L'autre, il a regardé sa montre. Ah ben non, c'est trop tard. Ah bah non, j'ai fermé. On ne peut pas vous monter dans le train, monsieur. T'inquiète pas, j'ai vécu la même chose. Ah, j'ai l'impression que cette histoire, je l'ai entendue au moins une fois par chaque personne qui a testé ce service, quoi. Ah, ça m'a rendu fou. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je suis allé j'ai regardé ma place parce que je peux le faire aussi, mais je veux dire, j'ai regardé à quelle place j'allais dans le train. Je me suis ramené devant l'entrée du train. Et puis bon, quand on a vu deux mecs suffisamment balèzes pour les choper, on les a pris par l'oreille. Voilà. Et puis on est monté dans le train. Ça allait encore plus vite qu'avec son élévateur à l'autre, hein, de toute façon, quoi. Alors d'accord, moi, pour l'aide humaine, ça me va quand il n'y a pas d'autre solution, mais bon. Face à la connerie humaine aussi, hein, attention. Et aussi, quelque part, ouais. Aussi, effectivement. Mais je veux dire, ce genre de truc, tu es toujours à la merci d'un truc la chaîne humaine qui ne va pas se faire non plus. C'est comme la chaîne du déplacement, quoi. C'est quand même un sacré engrenage. Hein. Je vais proposer de conclure sur cette histoire de chaîne qui nous relie ensemble. Si tu es OK, Alicia, pour nous présenter peut-être un petit article, une actualité sur cette thématique et après ça, on conclut notre échange. Ouais, non, mais en fait, moi, je voulais rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait de la nécessité que les personnes en situation de handicap aillent aussi dans les écoles d'architectes pour informer, pour sensibiliser, parce que on est tous humains et ce qui nous est inconnu nous effraie forcément ou nous ralentit a priori, donc on a besoin aussi d'être informé pour aussi faire cette démarche-là. C'est pas toujours évident, mais il faut la faire et voilà, en tant que présidente d'Andy Voice, c'est aussi des choses que je fais avec les adhérents, qu'on fait ensemble, c'est-à-dire d'être force de proposition, de proposer notre aide, notre expertise. Et donc, j'en profite pour dire que tous ceux qui écouteront cette émission et qui ont envie de s'engager, par exemple, auprès des architectes, de les sensibiliser, qui ont envie de proposer des actions dans ce sens-là, si vous êtes en situation de handicap, que vous avez envie de donner votre avis et votre expertise réelle sur l'accessibilité, n'hésitez pas
à rejoindre en device, on peut travailler ça ensemble. Ça peut être un bon levier. Donc voilà, on est là pour ça aussi et c'est comme ça qu'on avance. Super. Bah, merci pour ce point. C'est vrai que du coup, Thierry, c'est aussi un appel auprès de toi. Hein. C'est vrai que je pense qu'Alicia, avec ce think tank, elle peut amener aussi un poids, peut-être des fois qui est un peu plus grand que toi qui envoie un mail ou qui essaie de contacter une école d'archi et qui se fait rembarrer parce que pas trop coopté ou quoi. Non, mais je note. Justement, effectivement, je pense qu'il faut s'y mettre. Moi, je suis encore d'accord. Enfin bon, même si j'ai perdu beaucoup de mes forces dans la bagarre, mais ça fait un moment que j'y suis déjà et que bon, je compare ça à une galère, quoi, l'accessibilité. En fait, hein, tant que tu rames, elle avance encore, mais dès que tu arrêtes, c'est fini, quoi. Donc, bon, pour le moment, je rame encore avec les forces qui me restent, mais je commence à m'épuiser un peu. Mais pourquoi pas, hein, si je peux. Moi, ça m'intéresse. Donc, en e-voice, en fait, je vais m'inscrire. Avec plaisir, on t'attend. Merci beaucoup pour ton intervention, Thierry. C'était vraiment chouette. C'était un vrai beau débat. Et puis, non, on a mis pas mal de choses en perspective. Et ça demande à réfléchir. Et en tout cas, ça met en lumière des problématiques auxquelles tout le monde ne pense pas. Et ça fait du bien, là, un peu de changer du Covid. Hein. Ouais. Je te laisse la conclusion. Tu veux nous dire un dernier mot? Non, je pense qu'on a tout dit. En fait, hein, je pense qu'effectivement, c'est des sujets qui ont besoin comme je rejoins Alicia là-dessus, c'est des sujets qui ont besoin de l'expertise des personnes et que il faut qu'on prenne notre destin en main, quoi. Il n'y a pas de personne mieux placée que nous, qu'on soit, quel que soit le type de handicap, pour en parler aux autres et qu'on ne les laisse pas faire sans nous, quoi. On rejoint aussi un peu le fameux rien sans nous, rien sur nous sans nous, quoi. C'est absolument indispensable. Merci pour ce beau mot de la fin. Oh là là. Je les ai tous mis à genoux. Ah là là. Franchement, on l'a cherché pendant longtemps et tu l'as trouvé. C'est magnifique. Merci encore, Thierry. Ouais. Et à très vite, à très bientôt. Tu es le bienvenu dans cette radio. Si tu as d'autres thématiques, d'autres sujets que tu as envie de discuter encore, ce sera un grand plaisir. J'en prends note. Merci bien. À bientôt. Ciao.